La deuxième partie c'est, le développement embryonnaire, se compose de 4 chapitres sont, chapitre 1, la segmentation, chapitre 2, la gastrulation, chapitre 3, l'organogenèse, chapitre 4, l'embryogenèse chez l'oursin, deuxième partie, développement embryonnaire, chapitre 1, la segmentation, 1. Introduction, 1.1. Définition, l'ontogenèse est la formation d'un nouvel individu apte à se reproduire. Les stades précoces de l'ontogenèse constituent le développement embryonnaire ou l'embryogenèse. La biologie du développement est le domaine spécifique qui consiste à étudier l'ontogenèse. La partie qui étudie le début de l'ontogenèse est l'embryologie. L'embryologie est constituée de différents domaines complémentaires, dont l'un est l'embryologie descriptive, qui consiste à observer comment le développement d'un embryon se déroule normalement. L'embryologie expérimentale ou causale consiste à modifier expérimentalement tel ou tel constituant de l'embryon à une étape bien précise pour voir comment évolue cet embryon et les conséquences qui s'ensuivent. Cela permet de comprendre quel facteur est impliqué dans telle ou telle étape de l'embryogenèse. 1.2. Étape du développement embryonnaire. Le développement embryonnaire se déroule chez les métazoaires en passant par 3 étapes fondamentales, la segmentation, la gastrulation et l'organogenèse. Dans ces 3 étapes interviennent des réactions moléculaires plus ou moins complexes pour le déclenchement et la régulation. 2. La segmentation. Elle correspond à la période du développement embryonnaire, qui permet le passage de l'état unicellulaire à l'état pluricellulaire. C'est une succession de divisions mitotiques sans interphase. Les cellules qui en résultent sont de plus en plus petites à mesure qu'elles se divisent et l'embryon ne va pas croître en taille par rapport à la taille de l'œuf fécondé, mais sera constitué de plus en plus de cellules. Ces cellules embryonnaires sont appelées des blastomères. Les blastomères n'ont pas tous le même contenu cytoplasmique puisque les composants cytoplasmiques ne sont répartis uniformément. Cela aura des conséquences sur l'évolution de l'embryon. Quand celui-ci est constitué d'entre 8 et 20 blastomères, il s'appelle une morula. Il continue à se diviser et une cavité va apparaître, cavité qui va creuser l'embryon de l'intérieur et qui sera appelée le blastocele. Quand l'embryon possède un blastocele, il prend le nom de blastula. Le vitellus détermine où peuvent s'effectuer les divisions, leur cinétique, la taille relative des blastomères et du blastocele, ainsi que la durée totale de la période de segmentation. Les régions de l'œuf qui ont plus de vitellus ont plus de mal à se diviser. Le type de segmentation dépend donc de la quantité et de la localisation du vitellus. Il est caractéristique du groupe zoologique. Les œufs ne contenant pas une grande quantité de vitellus subissent une segmentation holoblastique, les plans de clivage traversent l'œuf entier. Selon l'angle de ces axes, elle peut être radiaire, spiralée, bilatérale ou rotationnelle. Les œufs renfermant beaucoup de vitellus subissent une segmentation méroblastique, seulement une portion du cytoplasme se segmente car l'axe de division pénètre incomplètement le vitellus. La segmentation méroblastique peut être discoïde ou superficielle. A. La segmentation holoblastique radiaire, cas des échinodermes et des amphibiens. Chez les amphibiens, l'œuf mésolécite possède un vitellus, qui devient concentré au pôle végétatif après la fécondation. œuf hétérolécite, et le noyau migre au pôle animal. La première division commence au pôle animal de l'œuf et s'étend lentement vers le pôle végétatif. Ce premier clivage passe directement au travers des pôles animal et végétatif. Comme le plan de clivage coupe ces 2 pôles, on dit qu'il est méridional. Comme les 2 blastomères obtenus sont de taille égale, c'est un clivage égal. Le deuxième clivage, méridional, s'amorce au pôle animal, perpendiculaire au premier, lui aussi égal. Le troisième clivage est équatorial. Il ne s'effectue pas au centre de l'embryon, mais plus près du pôle animal. Il est su-équatorial et inégal. Il a lieu alors que les plans de clivage méridionaux n'ont pas encore fini de traverser le cytoplasme de l'hémisphère. Cette division sépare l'embryon en 4 petits blastomères animaux, les micromères, et 4 gros macromères. Cette segmentation holoblastique inégale établit 2 régions embryonnaires majeures, une région de micromères qui se diviseront rapidement,
dans l'hémisphère animal, et une région de macromère qui se diviseront lentement, dans l'hémisphère végétatif. Les embryons amphibiens au stade 16 à 64 cellules portent le nom de morula, à cause de leur aspect de mûre. Au stade 128 cellules, l'embryon est considéré une blastula, creusée d'un petit blastocyle situé du côté de l'hémisphère animal. Son plafond est constitué de plus d'une couche de micromère et son plancher de plusieurs assises de macromère. Le blastocyle est une cavité qui servira aux migrations cellulaires pendant la gastrulation. Il empêche une interaction prématurée entre les cellules, qu'il sépare et permet aux cellules de la blastula de conserver leur identité. B. La segmentation holoblastique spiralée, cas des mollusques bivalves et des annélides. Le clivage se produit à un angle oblique par rapport à l'axe pôle animal-pôle végétatif. Les 12 premières divisions sont presque égales et méridionales. Après, les divisions donnent des micromères et des macromères. Les micromères migrent vers le pôle animal et les macromères vers le pôle végétatif. Ceci se fait selon une trajectoire spiralée. La spirale est soit senestre, sens opposé des aiguilles de la montre, ou dextre, sens des aiguilles de la montre. Ceci est contrôlé par des facteurs génétiques et cytoplasmiques. La blastula dans ce cas est sans blastocyle égale stéréoblastula et les cellules sont en plus grand contact. Ces embryons accomplissent moins grande division par rapport au groupe précédent avant de poursuivre les étapes du développement. C. La segmentation holoblastique bilatérale, cas des acidiens. Les acidiens ont un œuf oligolécite. Le premier plan de segmentation est méridional. Il dessine le seul plan de symétrie de l'embryon. Chaque division successive s'oriente selon ce plan de symétrie. Le futur embryon aura une symétrie bilatérale. Le demi-embryon d'un côté de ce plan est une image miroir de l'autre. Le plan de la deuxième division est méridional mais ne passe pas par le centre de l'embryon. Il donne 2 gros blastomères antérieurs et 2 petits blastomères postérieurs. Chaque moitié d'embryon possède maintenant un gros et un petit blastomère. Aux 3 divisions suivantes, les différences de taille et de forme cellulaire accentuent la symétrie bilatérale de l'embryon. Au stade 32 cellules, un blastocyle est formé et la gastrulation commence. D. La segmentation holoblastique rotationnelle, cas des mammifères. Dans le cas de l'ophalécite des mammifères, la segmentation est tardive et lente. Ceci est relié au fait que l'ovocyte a accumulé peu de réserves durant sa phase d'accroissement. La première mitose n'a lieu que 24 heures après la fécondation. Les divisions qui suivent peuvent être espacées de plusieurs heures, 12 à 24 heures. La première division est méridionale et égale. À la seconde division, un des 2 blastomères se divise méridionalement, l'autre équatorialement. C'est le clivage rotationnel. De plus, les 2 mitoses du second clivage peuvent ne pas se produire en synchronie, permettant des stades 3, 5, 6 cellules. Une particularité à noter dans le cas de la segmentation des mammifères, les blastomères se touchent entre eux sur des surfaces maximales à partir du stade 8, c'est ce qu'on appelle phénomène de compactage. Certains embryons se présentent sous forme de boules compactes ou boutons embryonnaires. D'autres blastomères adoptent une forme pavimenteuse et entourent l'âme-scie. Ils sont reliés entre eux par des jonctions cellulaires serrées, c'est le trophoblaste ou trophectoderme. Un blastocyle se forme sous l'âme-scie, délimité de l'autre part par une portion du trophoblaste. L'embryon entier prend le nom de blastocyste. E. La segmentation méroblastique discoïdale, cas des oiseaux, des reptiles et plusieurs poissons. Le vitellus étant en grande quantité. La plus grande portion de l'ophthélolécite étant occupée par le vitellus, le noyau et le cytoplasme actif sont repoussés au pôle animal. La segmentation s'effectuera dans ce pôle. 3 divisions méridionales donnent 8 blastomères, ce qui forme une assise sur la masse vitelline. Leur membrane cytoplasmique est continue avec celle entourant le vitellus et leur cytoplasme est en contact avec le vitellus. Des clivages équatoriaux amènent la formation de quelques couches de cellules complètement délimitées, mais celle inférieure repose toujours sur le vitellus. Les blastomères complets forment un disque à la surface de la masse vitelline, c'est la discoblastula ou disque germinal. Sous ce disque apparaît une cavité sous-germinale ou blastocale primaire. L'ensemble des blastomères complets prend le nom de blastoderme. La structure entière constitue la blastula primaire. Vu de surface, le disque blastodermique se distingue en 2 régions, une région pellucide, au centre du disque et qui se trouve au-dessus du blastocale primaire, et une région opaque, à la marge de celle précédente et qui repose sur le vitellus. Des cellules du blastoderme se détachent et sont rejetées dans le blastocale primaire, formant une fine couche appelée hypoblaste. La couche supérieure constitue l'épiblaste. Le blastocale primaire se trouve maintenant divisé en 2 par l'hypoblaste.
La cavité située entre l'hypoblaste et l'épiblaste est le blastocèle. Aucune cellule de l'hypoblaste ne contribue à la formation de l'embryon. C'est à partir de l'épiblaste que l'embryon se formera. C'est à ce stade qu'a lieu la ponte de l'œuf. F. La segmentation méroblastique superficielle, cas des insectes, œufs centrolécites. Le noyau du zygote se retrouve dans la masse vitelline. Il se divise de nombreuses fois, caryocinèse, sans la division du cytoplasme, pas de cytocinèse. Ces noyaux migrent à la périphérie de l'œuf, et les caryocinèses se poursuivent. L'embryon porte le nom de blastoderme syncytial, tous les noyaux du clivage sont contenus dans un même cytoplasme. Des noyaux migrent au pôle postérieur de l'œuf et s'enveloppent de membranes cytoplasmiques. Ce sont les cellules polaires de l'embryon. Elles donneront naissance aux cellules germinales, reproductrices, de l'animal adulte. Ainsi, un des premiers événements de l'embryogenèse des insectes est la distinction des cellules germinales et somatiques. Après la formation des cellules polaires, la membrane ovocytaire s'invagine entre les noyaux, formant plusieurs petites cellules et créant le blastoderme cellulaire. Les cellules forment une seule assise autour du vitellus central et plus tard un embryon et ses annexes. On déduit que les animaux, dont l'œuf est pauvre en réserve vitelline, développent un stade larvaire assez rapidement, exemple l'oursin, permettant à la larve de se nourrir, se déplacer et se développer davantage. Les animaux dont l'œuf est alécite, cas des mammifères placentaires, se relient directement à la mère par une annexe embryonnaire appelée placenta. Chapitre 2, la gastrulation, 1. Généralité, la gastrulation est la seconde grande étape du développement embryonnaire. Elle se caractérise par un ralentissement du rythme des divisions mitotiques. En fin de segmentation, la blastula est formée de nombreux blastomères occupant chacun une position précise. À la gastrulation, ces mêmes blastomères occuperont de nouvelles positions grâce à des mouvements. Ces mouvements, appelés mouvements morphogénétiques, réorganisent l'embryon entier et aboutissent à la mise en place des feuillets embryonnaires fondamentaux des métazoaires au nombre de 2 chez les hydres et les éponges ou 3 les autres animaux, appelés endoderme interne, mésoderme intermédiaire et ectoderme externe. C'est une gastrula. 2. Type de mouvement morphogénétique. Les mouvements morphogénétiques varient d'une espèce animale à l'autre. Les plus importants sont A. Embolie, appelée encore invagination. Il s'agit de l'entrée d'un feuillet cellulaire dans le blastocèle. Le mouvement d'embolie est fréquent chez les embryons à blastocèle important et à blastomère végétatif de petite taille et peu vitellin. Le feuillet cellulaire de l'hémisphère végétatif s'enfonce dans le blastocèle. L'invagination délimite une structure tubulaire endodermique, l'archentéron, ou tube digestif primitif, ouvert sur l'extérieur par le blastopore. B. Épibolie. Lorsque les blastomères végétatifs sont volumineux et ne peuvent pas s'invaginer dans le blastocèle ou encore lorsque le blastocèle est absent, le feuillet cellulaire de l'hémisphère animal migre par-dessus le feuillet végétatif et le recouvre. Ce dernier se retrouve en position interne de façon passive et constitue l'endoderme. C. Migration cellulaire, on appelle migration cellulaire ou ingression, le mouvement de cellules individuelles dans le blastocèle où elles s'organisent pour former un feuillet embryonnaire interne, endoderme ou intermédiaire, mésoderme. Les blastomères qui restent en place forment l'ectoderme. D. Délamination, est la séparation d'un feuillet cellulaire pluristratifié en 2 feuillets, l'un d'eux étant maintenant interne, dans le blastocèle. E. Prolifération polaire, c'est une multiplication active des blastomères du pôle végétatif vers l'intérieur du blastocèle. Contrairement à l'ingression, les cellules demeurent en masse compacte. Chapitre 3, l'organogenèse. À partir des 3 feuillets embryonnaires mis en place, au cours de la gastrulation se forment les différents organes des métazoaires. Ces organes apparaissent au cours de l'organogenèse, sous forme d'ébauche d'abord. Plusieurs processus, comme la différenciation et l'induction, interviennent dans cette opération, pour donner des tissus, voire cours d'histologie, à l'origine d'organes opérationnels. 1. Induction. C'est le mécanisme par lequel un groupe de cellules oriente la différenciation des cellules voisines. Les cellules capables de répondre au signal d'induction sont dites cellules compétentes. Certaines substances, égales signal, sont connues par leur action inductrice, exemple, l'activine chez les amphibiens. L'expérience de Spemann et Mangold, 1924, met bien en évidence ce phénomène. Expérience de Spemann, la lèvre dorsale, pigmentée, d'une jeune gastrula 1 d'amphibien est prélevée puis greffée en position ventrale de l'ectoderme d'une jeune gastrula 2 non pigmentée. Les principaux résultats sont apparition de 2 plaques neurales à l'origine de 2 gastrulations, donc 2 embryons dont un supplémentaire.
Les structures internes de l'embryon supplémentaires sont formées par un mélange de cellules pigmentées, greffons, et d'autres non pigmentées, porte-greffons. On comprend de cela que le greffon au moment de la transplantation est déjà un tissu déterminé, début de différenciation. L'ectoderme ventral en contact avec le greffon donne le système nerveux, c'est une induction neurogène, le système nerveux est d'origine ectodermique. Aussi, l'apparition de cellules pigmentées et d'autres non pigmentées dans la même structure normalement d'origine mésodermique donne une induction mésoblastogène. 2. Différenciation, c'est le processus permettant aux cellules embryonnaires d'amorcer la spécialisation structurale et fonctionnelle. Cela se fait par la réalisation du programme, par l'expression de gènes spécifiques. Il en résulte l'apparition de protéines tissulaires spécifiques. Les cellules en différenciation perdent leur totipotence et leur aspect embryonnaire. Exemple, différenciation du cristallin des vertébrés. Les cellules du cristallin synthétisent une protéine spécifique, la cristalline, qui peut transmettre et réfracter la lumière. Le cristallin se différencie dans la région céphalique de l'ectoderme sous l'effet de l'induction de la plaque neurale, la greffe de l'ectoderme ventral ne le donne pas. On dit que l'ectoderme céphalique est compétent. Les vésicules optiques ont également un effet inducteur sur la formation du cristallin, l'ablation de ces vésicules ne donne pas de cristallin. Les techniques d'immunoélectrophorèse ou d'immunohistochimie permettent de suivre son développement. 3. Organogenèse chez les vertébrés, notion simplifiée sur la neurulation. La neurulation correspond à la formation du système nerveux. C'est le commencement de l'organogenèse. L'embryon sur le point de neuruler s'allonge dans l'axe antéro-postérieur et s'aplatit dorsalement. Le premier indice qu'une région de l'ectoderme deviendra un tissu neural, c'est le changement de la forme des cellules de l'ectoderme dorsal de l'embryon. Ces cellules s'allongent, devenant cylindriques, tandis que, de part et d'autre, les autres cellules ectodermiques sont cubiques ou aplaties. Les cellules cylindriques dorsales forment ensemble le neurectoderme, épithélium simple, cylindrique et surélevé par rapport au reste de l'ectoderme. On l'appelle à ce stade plaque neurale. Près de 50% des cellules ectodermiques sont inclus dans la plaque neurale. Les rebords de la plaque neurale, à la limite neurectoderme, ectoderme général, s'épaississent et se soulèvent, les replis neuraux, entre lesquels se crée une dépression en forme de U, la gouttière neurale. En se soulevant, les replis neuraux se rapprochent l'un de l'autre et fusionnent. Ils forment une structure tubulaire, le tube neural. Les replis neuraux tirent avec eux l'ectoderme général, qui recouvre maintenant le tube neural. Sur la ligne dorsale du tube neural, des cellules forment sur presque toute la longueur une structure médiane, la crête neurale. Au niveau céphalique, la crête neurale se divise en deux et sur toute la partie caudale, elle se métamérise donnant des structures segmentées symétriques paires. Le tube neural se différencie en système nerveux central, cerveau plus moelle épinière, et la crête neurale donne le système nerveux périphérique et une partie du squelette crânio-facial. À ce stade, l'embryon est une neurula. Le tube neural subit des changements, la portion céphalique s'élargit dès sa formation et délimite trois vésicules primaires, qui sont le prosencéphale, devant, le mésencéphale, milieu, et le rhombencéphale, arrière. Le tube neural reste sous forme d'un simple tube et donnera la future moelle épinière. En ce moment même, apparaît au niveau du prosencéphale de région en boule, les vésicules optiques, qui deviendront des yeux. Et l'embryon se replie. Le prosencéphale se subdivise en deux, diencéphale et télencéphale. Le diencéphale formera des structures comme le thalamus et l'hypothalamus. C'est au diencéphale, plus précisément au thalamus, que sont reliés les vésicules optiques. Le télencéphale formera les noyaux profonds et les hémisphères cérébraux. Chapitre 4, l'embryogenèse chez l'oursin. L'oursin est un animal marin du groupe des échinodermes. C'est un bon modèle pour l'étude du développement embryonnaire. La segmentation de l'œuf fécondé de l'oursin est totale, égale et méridienne jusqu'au stade 8 blastomère. Elle devient inégale à partir du stade 16 blastomère. Au stade la blastula, l'embryon est composé d'environ 2000 blastomères. Progressivement, une cavité centrale se forme, la cavité de segmentation ou blastocele. Dans l'hémisphère animal, les plans de clivage, méridiens, donnent 8 cellules semblables. Dans l'hémisphère végétatif, les plans de clivage sont latitudinaux et nettement excentrés vers le pôle végétatif. Deux sortes de cellules filles se distinguent, les macromères proches de l'équateur et les micromères au pôle végétatif. Au stade 32 blastomère, il n'y a plus de segmentation inégale et une cavité centrale apparaît, le blastocele. Au stade 128 cellules, la blastula est formée par un épithélium unistratifié et sphérique.
Il est limité par une membrane basale interne et la couche hyaline externe. Des jonctions serrées contribuent à maintenir la cohésion entre les cellules. À la fin de la segmentation, la blastula est entièrement ciliée. Elle est formée d'une superposition de 5 territoires présomptifs disposés autour de l'axe pôle animal, pôle végétatif. Ce sont le pôle animal 1, le pôle animal 2, le pôle végétatif 1, le pôle végétatif 2 et les micromères. Les cellules de la moitié animale sécrètent une enzyme capable de digérer la membrane de fécondation et de rendre l'embryon libre dans l'eau. Vient après la gastrulation. Celle-ci est caractérisée par 1. Les mouvements cellulaires morphogénétiques. 2. La distinction de l'ectoderme à l'origine de l'épiderme, du mésoderme à l'origine des mésenchymes primaires et secondaires et de l'endoderme à l'origine du tube digestif. 3. La formation d'une cavité digestive ou archentéron. La lame basale se rompt et les micromères du pôle végétatif passent de l'état épithélial à l'état mésenchymateux par migration dans le blastocèle. Elles se dirigent dans cette cavité au contact de la matrice extracellulaire pour former les cellules du mésenchyme primaire. Le pôle végétatif est maintenant formé par les cellules du territoire végétatif 2 à l'origine du tube digestif. Celles-ci restent sous forme d'un épithélium cohérent. L'inflexion du pôle végétatif constitue le début de l'invagination de l'endoderme, territoire végétatif 2, et les bouches de l'archentéron ouverts sur l'extérieur par le blastopore. Elle ne dépasse pas un quart à un tiers de la distance pôle animal-pôle végétatif. Ceci veut dire que ce mouvement n'est pas suffisant pour assurer la formation complète de l'archentéron et ne permet pas notamment son extension vers le pôle animal. Mais une élongation de ces tubes va se produire. Les 5 feuillets embryonnaires sont à présent bien délimités. Le modelage des tissus de la gastrula conduit l'embryon vers le stade larvaire. La bouche s'ouvre au contact de l'apex de l'archentéron avec l'épiderme et la région orale s'aplatit puis se creuse tout en gardant une bandelette de cils. 4 bras naissent dont 2 du côté de la bouche et 2 du côté de l'anus. Ils sont soutenus par des spicules calcaires d'origine mésenchymateuse. La larve est prismatique. Elle est dite larve pluteux. Elle nage et se nourrit diatomée. À l'intérieur de la larve, l'archentéron se divise en 3 régions. Dans le sens antéro-postérieur, on distingue un court œsophage qui débouche dans une poche renflée, l'estomac, auquel fait suite le tube intestinal ouvert au niveau de l'anus. Chez l'oursin, au moment où l'archentéron entre en contact avec l'épiderme pour former la bouche, son extrémité antérieure bourgeonne une vésicule cœlomique qui se divise en sac cœlomique droit et gauche. Ceux-ci se placent de manière symétrique de chaque côté du tube digestif pour se métamériser en 3 parties antérieures, intermédiaires et postérieures. C'est à partir de cet ensemble de vésicules que s'effectuera la métamorphose de l'oursin. Une poche dite amniotique formée avec les dérivés cœlomiques prend le nom de sac échinien. À l'intérieur, l'hydroquèle évolue en anneau et bourgeonne 5 diverticules. L'ensemble devient pentagonal et c'est, à partir de cette structure, que le jeune oursin s'édifie. En dehors du sac échinien, l'estomac, l'écœlome antérieur et postérieur gauche ainsi que l'ectoderme dorsal du pluteux participent à cette métamorphose. En conséquence, alors que la métamorphose se poursuit, le pluteux porte en lui un jeune oursin miniature garni de quelques piquants et de 5 pieds primaires. Puis la cavité amniotique s'ouvre, le reste du pluteux non utilisé pour la métamorphose est ingéré par le jeune oursin. Enfin, à mesure que l'ensemble s'alourdit par le squelette calcaire en formation ainsi que par les premiers piquants, l'oursin descend vers le fond marin.